Alors, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à ce rendez-vous qui devient annuel des réseaux des souscripteurs internationaux de Paris et de A+, les clubs assurance des alumni d'Actuariat CNAM, des ingénieurs arts et métiers, des centraliens et des ESCP Europe. Vous pouvez faire parvenir vos questions par mail à Clotilde Zucchi, des SIP, à l'adresse clotilde_zucchi@groupe-sama.fr ou via le chat de ce webinaire. Clotilde se chargera de les poser à nos intervenants en fin de session. Une fois de plus, nous abordons ce soir, avec les souscripteurs internationaux de Paris, un sujet qui est au cœur de l'actualité, le rôle sociétal de l'assurance. Il s'agit bien sûr des impacts de la Covid-19 et des attentes des entreprises envers l'assurance en matière de perte d'exploitation, mais pas que. L'assurance construction et sa portée décennale, la mission des autorités de contrôle et leur collaboration au sein de l'Union européenne, la place de l'assurance britannique en Union européenne après un Brexit qui s'annonce assez dur, et la confiance dans les professionnels du secteur et la régulation associée. Bref, autant de sujets sur lesquels nous allons échanger ce soir avec nos invités, tous fins connaisseurs du secteur de l'assurance. Je vous les présente, Khadija Sins, directrice Europe continentale chez Liberty Specialty Market, Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine et dirigeant d'AXA dans une vie antérieure, Grégory Cron, directeur général adjoint des assurances IARD de la SMA BTP. Merci à tous trois d'être avec nous ce soir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ma première question ira à Jacques Maire. Vous avez porté dès le mois d'avril dernier, avec les députés En Marche, mais aussi des personnalités comme Gilles Carrez chez les Républicains ou Valérie Rabault au PS, un amendement visant à réactiver le dispositif de 2010 sur la taxation des réserves des assurances. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? J'allais dire, quelle mouche vous a piqué? D'abord, merci pour me permettre cet échange avec la profession. C'est toujours intéressant d'avoir un petit retour d'expérience. Bon, je n'ai jamais été actuaire et je pense que c'est un point de vue qui est assez méconnu de la part du monde politique, ce monde de l'actuariat. Et je pense que c'est important. La distance en termes de perception est tellement importante entre le monde de l'actuariat et le monde politique qu'avoir des occasions comme ça d'échanger est bienvenu. Et là, ce que vous indiquez sur la mouche qui pique des personnes qui se disent « mais pourquoi ne pas faire contribuer les assureurs ?» est quelque chose qui finalement est un peu révélateur de deux perceptions. En fait. Quand on est en mars-avril 2020 et que quelque part le monde s'effondre autour de vous, vous essayez réellement de voir un petit peu sur qui vous pouvez compter. Quand vous êtes un petit peu aux manettes et quand vous savez effectivement qu'il va falloir vraiment se serrer la ceinture et mettre en danger quelque part la solvabilité de l'État, si je puis me permettre. Et de ce point de vue, c'est vrai qu'il y a eu une forme d'incompréhension entre, je dirais, la partie de l'industrie financière qui est l'assurance avec les pouvoirs publics que n'a pas connu la banque. Et je dis ça pas de façon provocante, mais vraiment bien pour illustrer les choses. Quand on demande à une situation aussi critique à chacun de faire des efforts, on attend un peu de réactivité. Et la réactivité, en fait, on ne l'a pas eu du côté des assureurs, sauf de façon très, très limitée au départ, et pour des raisons qui étaient en fait des raisons très certainement positives, mais actuarielles, à savoir, rien n'est prévu dans nos contrats. Finalement, nous sommes sûrs de nous et nous avons une APCR qui nous protège quelque part. Et donc, dans le monde, je dirais, le monde pur et parfait des contrats et de leur respect et de l'actuariat, finalement, nous ne vous devons rien. C'est un peu ça qui a été la réponse et qui est une réponse assez technique, assez peu politique, alors que la question qui était posée était politique. La conséquence de ce genre de choses, qui sont probablement totalement comment dire, imparable en termes de droit, c'est que certains sont perçus comme ne voulant pas jouer le jeu. Et quand on sait effectivement, et quand, comme vous savez, j'ai moi-même été assez fortement attaqué au moment de la réforme des retraites parce que j'étais ex-dirigeant AXA,
Donc, je n'ai pas de problème à défendre la profession, mais une profession qui, dans la même année 2019, avait fait de l'ordre de 13 milliards d'euros de résultats, disant qu'elle ne peut rien faire, alors même qu'elle bénéficiait à travers, je dirais, la mise en place d'une facilité de solvabilité en 2019 de 55 milliards d'euros de fonds supplémentaires, je ne vais pas dans le détail, mais à l'image de l'Allemagne, ça nous a quand même beaucoup surpris et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui s'est passé, en fait, c'était une forme de grand défi, en fait, dans lequel l'assurance est sortie perdante, où finalement, elle a quand même payé à travers des mesures unilatérales ou des mesures commerciales ou des mesures quelque part aussi de contribution volontaire, des mesures à la fois auprès du particulier dans l'automobile, etc. Elle a quand même payé, mais elle a payé toujours à contretemps et elle a payé finalement d'une manière qui soit perçue comme étant non pas solidaire, mais contrainte. Et je pense qu'on a quelque part perdu sur l'enjeu principal qu'on abordera tout à l'heure, voilà, qui était la question de la visibilité et de la contribution de l'assurance. Donc, pourquoi nous, on a fait cette proposition? En fait, on a fait deux propositions. La proposition que vous avez vue, on en a fait plusieurs, mais qui était de dire, discutons avec la profession pour mettre en place un dispositif de prélèvement sur les fonds de CAPI ou sur les excédents de provision pour sinistres restant à payer. Enfin, il y avait plusieurs solutions possibles. Hein. Cette solution-là, c'était ce qu'on appelle des amendements d'appel. Alors, il ne faut pas se leurrer. Ces amendements d'appel, qu'est-ce que c'est? C'est des façons pour le parlementaire, en gros, vite fait, pas forcément trop bien fait, mais d'attirer l'attention à la fois de l'opinion, de la profession et du ministre, selon lequel, effectivement, il y a un problème. Mais il y avait un amendement qui était encore plus important et que celui-là, il a été finalement accepté. C'est un amendement demandant, en gros, une analyse assez précise de la sinistralité et des impacts sur les réserves à mi-année après la première vague, de façon à savoir si oui ou non il y avait effectivement des bénéfices ou des coûts supplémentaires liant le Covid et leur bilan, parce qu'on sait très bien que tout ça est très complexe. Pourquoi? Pour avoir la transparence. Voilà, donc les parlementaires, quelque part, ils ont effectivement réagi à une situation donnée. Ils n'ont pas eu à le faire pour les banques. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose dans lequel vous devrez réfléchir. Moi, mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un actuaire qui soit président d'une fédération professionnelle. C'est dangereux pour l'actuariat et c'est dangereux pour la profession. Bon, alors manifestement, vous avez été entendu parce que le discours a un peu changé hein, à l'aube de, voilà. ce deuxième confinement. Grégory Cron, les assureurs gagnent beaucoup d'argent. Bon, vous dirigez les activités IARD du groupe SMA. Un tiers dépend de la construction, hein, qui était un secteur à l'arrêt au moment du confinement. Bon, vous avez un ratio de solvabilité de 360%, qui va faire rêver beaucoup de nos auditeurs ce soir, et une croissance soutenue en 2019. Donc, a priori, vous pouvez vous sentir interpellé par ce que Jacques Maire vient de dire. Est-ce que vous l'avez compris, cette démarche d'appel à la solidarité des assureurs par nos parlementaires? Ah, pardon, il faut que... Hop, voilà, remettre le micro. Voilà, oui, bonjour à tous, effectivement, avec le micro, du coup. Plus simple. Oui, alors évidemment, hein, en se replaçant dans le contexte, les entreprises se sont retrouvées, un certain nombre d'entreprises se sont trouvées dans une situation économique très délicate, donc elles ont cherché de l'aide. Et effectivement, il y a eu de l'aide de l'État, et puis ils ont eu de l'aide des banquiers, ils ont cherché aussi de l'aide des assureurs. Et je trouve effectivement que c'est un petit peu, la situation à laquelle on est arrivé, c'est un petit peu dommage et ça ne correspond pas in fine à la réalité. Alors oui, peut-être que c'est une question de timing, peut-être que c'est aussi une question de différence de communication entre ce qui s'est fait au niveau de la FFA et ce qui s'est fait de manière individuelle par les différents assureurs. Parce que, in fine, les assureurs et tous les assureurs ont beaucoup contribué. Mais c'est vrai qu'on a une situation qui était très différente selon les assureurs. Vous avez des assureurs qui font que des risques de particuliers. Vous avez des assureurs qui font que des risques d'entreprise. Et il ne faut pas oublier que, alors c'est vrai, on a parlé des provisions, hein, mais l'argent que gèrent les assureurs, c'est de l'argent qui appartient aux assurés, hein, pour l'essentiel. Alors effectivement, quand on parle en assurance vie, on parle de sommes importantes. Quand on parle de provisions techniques pour payer les sinistres, c'est des sommes qui sont moins importantes, mais qui sont significatives, mais qui, quelque part, appartiennent déjà aux assurés ou aux bénéficiaires. Hein. Donc c'est effectivement difficile de faire ça. Après, est-ce que les assureurs dans leur ensemble avaient et ont toujours la capacité de pouvoir aider leurs assurés ou aider le secteur? Oui.
c'est le cas d'ailleurs, hein, et c'est ce qui s'est passé avec plus de 3 milliards d'euros qui ont été donnés par la profession au niveau du secteur, par des mesures extra-contractuelles, par de l'aide au développement, hein, donc du financement de secteurs d'activité, des entreprises. Et donc, après, pour moi, ce n'est pas évident de répondre ou d'analyser chaque cas en particulier, hein, mais je pense que l'ambiguïté, il ne faut pas oublier que l'ambiguïté est venue de certains secteurs d'activité, hein, et du fameux sujet des pertes d'exploitation, parce que pour la plupart des entreprises, cette question-là ne se posait même pas. Enfin, d'ailleurs, hein, c'est ce qu'a dit l'ACPR, il y avait 93% des contrats sur lesquels il était clair que le sujet des pertes d'exploitation ne s'appliquait pas. Et c'est vrai que c'est de là qu'est un petit peu venu les différents problèmes en termes de communication. Mais l'ensemble des assureurs ont mis en place des facilités de paiement sur les cotisations, le maintien, et c'était ça, hein, au niveau de la SMA BTP, nous, c'était ça les principales attentes qu'avaient nos assurés, c'était qu'on puisse continuer à les soutenir, continuer à faire que l'on joue notre rôle, c'est-à-dire que nos contrats d'assurance puissent s'appliquer comme ils doivent s'appliquer, qu'on puisse mettre en place des mesures de solidarité ou d'aide ponctuelle quand il y avait des entreprises qui avaient des difficultés, et que l'on puisse effectivement respecter l'esprit des contrats. Et alors, il y a eu effectivement des ajustements de cotisation avec les réductions de risque. Puis, in fine, il ne faut pas oublier quand même que l'assurance, du coup, ça a été le seul secteur qui a contribué au fonds de solidarité, le seul secteur privé, hein, qui a contribué au fonds de solidarité mis en place par l'État. Alors que vous avez d'autres secteurs d'activité, hein, qui génèrent aussi des résultats et qui, en théorie, auraient pu avoir cette capacité de contribuer. Donc oui, pour répondre à la question, hein, cette démarche d'appel à la solidarité, elle est logique. Je pense que les assureurs y ont contribué plus que leur part. Et effectivement, c'est regrettable qu'il y ait eu un petit peu cette difficulté de communication entre assureurs et assurés. Alors, il y a effectivement eu aussi une communication très différente en fonction des différents acteurs de marché, hein, entre les banques assureurs, les mutuelles, qui n'avaient pas forcément les mêmes préoccupations. Mais bon, après, il y a l'effet aussi de sidération certainement qui a pu jouer, puisque même si on en a parlé en 2005, entre 2005 et 2008, et puis en 2011, à chaque fois, ça ne s'était pas matérialisé, la pandémie, et là, ça s'est matérialisé de façon extrêmement sidérante. Khadija Sins, vous dirigez les activités en Europe continentale de grands groupes anglo-saxons depuis de nombreuses années. Ce débat entre les assureurs et les représentants des citoyens, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la France ? Comment est-ce que les assureurs interviennent d'ailleurs en Union européenne, j'allais dire même plus large, en Europe, hein, Union européenne, puisque nos amis anglais sont toujours dedans, mais même dans le monde. Écoutez, effectivement, j'entends bien lorsque une crise majeure, énorme arrive, la question, elle est comment l'assurance contribue à résoudre cette sinistralité, hein. Il y a eu un peu 3 niveaux d'intervention. La première, c'est qu'est-ce qui est couvert. Effectivement, on a beaucoup focalisé sur ce qui n'était pas, mais il faut aussi voir que sur la partie garantie d'assurance crédit et sur la partie événementielle, là, les couvertures ont joué pleinement leur rôle. Et sur la partie événementielle, je pense qu'on contribue à maintenir un secteur qui en avait besoin et qui en a toujours besoin encore à flot. Oui, donc sur la partie… Maintenant, c'est vrai aussi que c'est sur la partie perte d'exploitation en France, mais à travers l'Europe et aux États-Unis, puisque quelque part, d'abord, les entreprises n'achètent pas systématiquement la perte d'exploitation. Aux États-Unis, une quinzaine d'années, une exclusion spécifique sur les pandémies ou sur les maladies transmissibles avait été mise, mais pouvait être rachetée. Ça avait été à la limite fort peu fait. Et puis d'autre part, sur la perte d'exploitation sans dommage, n'avait pas réussi à créer un marché viable pour ce type de garantie. Oui, la liaison n'est pas très bonne, hein, Khadija. Donc, effectivement, comme ça n'avait pas créé un marché. Vous m'entendez toujours, ça va Là, c'est un peu haché. Donc, ce qu'on a bien compris, c'est que… Ça va s'améliorer, oui.
Voilà, c'est que les garanties n'avaient pas été achetées lorsqu'elles avaient été proposées. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Vous verrez, il y a Voilà. Et des puis, questions à ce sujet. après, voilà. OK. Alors, sur le Et plan… après, si vous Oui. m'entendez toujours, il y a toute la question paiement, délai de paiement, ou sur la partie fonds de solidarité, il y a eu des initiatives différentes sur le pays, mais dans tous les pays, il y a eu un effort pour que la partie contributive de l'assurance soit là. D'accord. On parle souvent, on compare souvent la France à l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne a eu des mesures très différentes en la matière? En Bavière, par exemple, l'État de Bavière a poussé pour le paiement des pertes d'exploitation dans tout ce qui était le milieu hôtelier et touristique. Mais il n'y a pas eu de démarche nationale, et la France, c'est le seul pays où il y a eu un fonds de solidarité. D'accord, très bien. Merci, Khadija. Grégory, bon, sur un plan financier, les annonces de l'été montrent que les impacts de la Covid-19 sur les comptes des réassureurs, plus d'ailleurs que sur ceux des assureurs, a été assez net, hein. Il y a des pertes qui ont été annoncées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce sont des pertes de précaution, des réserves qui ont été passées sans trop savoir où on va, ou il y a quand même des éléments assez clairs qui montrent que le marché va en subir le choc? Non, l'impact financier pour les assureurs, il est réel, hein, et il va être très significatif. Alors effectivement, ça dépendra un petit peu des secteurs et des pays, mais il est indéniable. Et je pense que c'est ça aussi qui explique pourquoi est-ce que au début, les assureurs ont mis un petit peu de temps avant d'annoncer les différentes mesures d'accompagnement, parce que je pense que certains avaient des vraies craintes de mettre en risque leurs fonds propres, hein, et de se retrouver en faillite du fait des difficultés générées par la pandémie. Les impacts économiques, ils interviennent à différents niveaux. D'abord, il y a une baisse de chiffre d'affaires. Il y a une baisse de chiffre d'affaires qui est indéniable, ne serait-ce que par le ralentissement de l'activité économique. Donc, nous, SMA BTP, on assure essentiellement des entreprises, hein, des petites et des grosses. Et donc, le volume des cotisations dépend de l'activité des entreprises. Donc, à partir du moment où leur activité a diminué, voire s'est arrêtée à 90% pendant le confinement, leur chiffre d'affaires baisse et donc les cotisations d'assurance baissent. Pour autant, hein, comme sur les entreprises, on a des frais fixes qui restent là et qui demeurent. Après, les impacts sur la sinistralité, hein, sur donc, le nombre et le coût des sinistres que l'on paye, là, c'est un peu variable. C'est pas évident à mesurer, hein, d'autant plus que la pandémie est loin d'être finie. On n'était pas encore dans le deuxième, dans le reconfinement au moment où on préparait et où on a organisé ce séminaire, mais c'est toujours le cas. Il y a si on prend l'exemple de l'assurance construction, pendant le confinement, l'activité s'est arrêtée, on a eu beaucoup moins de sinistres et même moins de déclarations de sinistres. Pour autant, on a clairement vu depuis un effet de rattrapage. C'est-à-dire qu'on a eu dans les semaines de déconfinement et de reconfinement des sinistres qui auraient dû nous être déclarés pendant le confinement, qui nous ont été déclarés plus tardivement. Donc, in fine, on ne sait pas encore trop si en fin d'année, on aura un petit peu moins de sinistres que d'habitude, probablement. Mais en tout cas, la baisse des sinistres sera sans aucun doute plus faible que la baisse des cotisations qu'on a eues au regard de ces sinistres-là. Donc, on va avoir, et c'est normal, hein, de la même manière que les entreprises que l'on assure sont en difficulté, nous aussi, on va être en difficulté et on va avoir un impact sur cette sinistralité. Et puis, on reste dans un environnement qui, pour des assureurs, notamment de long terme, reste compliqué, hein, avec l'environnement de taux bas. Clairement, alors c'est pas nouveau, hein, mais on est dans une situation économique où les taux se maintiennent à un niveau bas, et donc pour les assureurs qui sont en cycle économique inversé, hein, c'est-à-dire qu'on touche d'abord des cotisations, on les investit, et puis après on les restitue aux assurés, ça a clairement un impact économique important. Et puis les différentes mesures d'accompagnement, de lissage des cotisations, ça s'est traduit globalement par une hausse des impayés de cotisations, mais c'était logique, hein, c'est nous qui l'avons proposé. Et donc, in fine, ça va se traduire aussi par des réalisations d'impayés. Et puis les difficultés économiques que peuvent avoir les entreprises, et ça fait partie aussi, je pense, des craintes pour les différents assureurs, c'est si jamais il y a des défauts d'entreprise, et si jamais ces défauts augmentent, ça va forcément impacter la sinistralité et l'assurance. Et puis, c'est sans parler aussi, mais Khadija l'a un peu mentionné tout à l'heure, hein, de certains secteurs d'activité qui sont un peu plus touchés.
ceux qui assurent principalement des hôtels, des restaurants, de l'événementiel. Puis après, ça dépend des branches. Hein. Effectivement, l'assurance crédit a été impactée. L'assurance de ce qui est prévoyance, arrêt de travail aussi a été beaucoup plus impactée que les autres branches. Et donc, voilà, hein, les impacts financiers, pour moi, ils seront réels et ils dépendront effectivement des assureurs. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, selon les différentes annonces individuelles des assureurs. C'est-à-dire que ceux qui étaient en capacité de faire les gestes les plus importants, c'est aussi ceux qui pouvaient bénéficier d'une baisse de sinistralité particulière liée au confinement, mais ce qui est loin d'être le cas de tous les acteurs. Les acteurs en risque d'entreprise, par exemple, ont notamment plutôt eu une conjonction de facteurs négatifs et il n'y avait pas d'impact positif potentiel à attendre. Puis ça intervient après une longue période de baisse de taux. Alors, je ne sais pas si dans le domaine qui est le vôtre, elle a été aussi longue que dans certaines assurances spécialisées, mais dans certaines assurances, ça faisait 20 ans, hein, depuis 2001, que les taux étaient continuellement à la baisse. Depuis combien de temps était-il à la baisse en construction ? En construction, on sort d'une dizaine d'années, je pense, de tendance à la baisse des taux, mais c'est sûr que c'était moins marqué que sur des secteurs comme le dommage aux biens ou comme les assurances transport au sens général du terme. Hein. Donc, il y a un effet ciseau quand même. Oui, mais qui est encore une fois est indépendant du confinement ou de la capacité à gérer les mesures d'accompagnement. Hein. C'était effectivement une situation qui impactait un peu plus les risques d'entreprise que les risques de particuliers, mais qui n'était pas nouvelle et qui ne dépend pas du Covid. Mais c'est sûr que ça n'aidait pas. Alors, Jacques Maire, je suppose que tous ces arguments, vous en avez entendu déjà, vous en avez eu des échos, et que ce soit en France ou à l'étranger. Bien sûr. Bien sûr. Et je me souviens moi-même d'ailleurs d'un exercice qu'on avait fait au sein de l'assureur dans lequel j'étais partie prenante, notamment dans la direction des finances, où lors du premier SRAS, on avait émis un cas de bond en fait, pour exprimer la solidité du groupe, qui était plutôt un objet marketing qu'un objet assurantiel en réalité, puisqu'on voyait très bien que c'est très difficile de connaître l'impact synthétique d'une épidémie quand elle est à la fois en train de toucher l'actif et le passif, les marchés financiers, différentes lignes de business, y compris le niveau des revenus, etc. Donc au total, très difficile. Donc aujourd'hui, c'est quand même tellement violent qu'on se dit, évidemment, c'est négatif, et ça, il n'y a pas de doute. Mais moi, par rapport à ce que dit M. Cron, moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans la réflexion sur qui a fait quoi et pourquoi. Qui a effectivement pris des mesures. Alors, est-ce que c'est uniquement parce que j'étais dans des secteurs ou des branches qui étaient moins sinistrées? Je ne pense pas que ce soit forcément le cas déterminant. Moi, je vois d'autres. C'est un cas, c'est un élément, il y a peut-être d'autres facteurs. Le premier, c'est notamment quand on parle des entreprises, hein, parce que c'est essentiellement les pertes d'exploitation qui sont visées. Est-ce que oui ou non, cette clientèle, elle est clé pour moi? Et je pense que quand certains acteurs qui notamment sont spécialisés, je pense à des assureurs particuliers qui sont spécialisés sur artisans et commerçants, on sait très bien que si on commence à être en déphasage complet avec sa clientèle, on a des vrais problèmes. Et je pense que certains qui ont agi avaient quand même effectivement un portefeuille de PME très important. Et puis un autre élément qui est peut-être encore plus politique, c'est est-ce que finalement la personne qui prend la décision sur un marché donné, elle rapporte au marché avant tout, et donc le marché est sa principale partie prenante, ou est-ce qu'elle rapporte à une holding cotée et pas forcément de son pays? Et je pense que ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. Au bout du bout, qui prend la décision? Et donc, si je suis, je dirais quelque part, directeur général d'un grand assureur international sur le marché français et qu'on me demande de faire des choses qui sont extra-contractuelles de façon assez massive, si je ne me le vois pas imposer par la profession ou par le collectif, j'aurais du mal à bouger parce que je ne suis pas en face de mes parties prenantes à titre principal. Quand en plus le groupe en question dit déjà ma valorisation boursière est tellement en difficulté que si jamais je continue, je vais avoir un petit problème d'opéabilité, tous les éléments sont là pour ne pas faire grand-chose. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi tirer un peu la conséquence par rapport à ça, tirer la conséquence du fait de se dire les entreprises n'ont pas tous les mêmes statuts, n'ont pas toutes la même organisation capitalistique et donc ne sont pas toutes aussi sensibles à ce qu'est la pression quelque part du marché et des pouvoirs publics. Et quelque part, en même temps, chacune respecte le droit et chacune respecte la discipline. Mais au bout du bout, je
crois que c'est très compliqué, je pense, pour une présidente de fédération. Là, j'ai un petit message à son intention, de faire la synthèse entre ces différents éléments, parce que je pense que c'est pratiquement impossible. Alors, finalement, voilà, de ce point de vue, pour aller un cran plus loin, je pense que c'est aussi compliqué pour les pouvoirs publics de s'adapter à ces circonstances, parce qu'effectivement, on est dans l'imprévu, à la fois au niveau du risque et de son impact, et aussi parce que, en général, au moment où on doit le faire, c'est dans l'urgence, c'est maintenant que se pose le problème de solvabilité, alors même que garantir des régimes correctement provisionnés pour un risque donné, ça prend des années et des années. Donc, il y a une espèce, au moment où la crise se déclenche, quand c'est une crise inattendue, par définition, elle nous met tous en défaut. Et donc, on rentre dans un jeu qui est un jeu un petit peu, probablement pas optimal, mais qui est le jeu de se dire, entre des situations les moins mauvaises, comment est-ce que je peux minimiser l'impact pour mon économie. Et de ce point de vue, les assureurs, il y a quand même deux enjeux principaux. Il y a l'enjeu, effectivement, de sa solvabilité, mais il y a aussi l'enjeu de se dire, finalement, qu'est-ce que ça veut dire protéger les assureurs? Est-ce que si c'est les protéger d'un mauvais résultat ou d'une opéabilité, si sur ce sujet-là, en quoi est-ce que c'est à la limite préférable à protéger des avionneurs, des technologies sensibles ou autres? Non, ce qu'on protège, c'est effectivement la solvabilité, mais pas nécessairement la profitabilité dans l'exercice. Je pense que c'est ça qui peut expliquer effectivement que par moment, vous avez l'impression qu'on a fait un peu mal. Mais ce qui est le paradoxe, c'est que finalement, au total, et plutôt sur une base de négociation, ils ont fait beaucoup. Les assureurs ont fait beaucoup. Et avec ce même argent, ils auraient pu probablement s'en tirer mieux en termes de perception. Alors, Khadija Sims, comment chaque maire disait, lorsqu'on est avec un groupe qui est international, il peut y avoir aussi des décalages au niveau de la holding ou de la maison mère, notamment lorsqu'elle est située dans un pays où les politiques ont peut-être du retard par rapport à l'approche de la pandémie, voire une approche complètement différente. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ressenti ou est-ce qu'il y a quand même une latitude au niveau des pays continentaux européens pour agir en fonction de son environnement propre? Khadija, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, normalement, Khadija, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends bien. J'espère que ça ne va pas couper. Alors, il faut savoir que pour assurer des risques majeurs, je pense que pratiquement toutes les entreprises doivent être mondiales, hein. Et lorsqu'elles sont mondiales, elles ont des demandes de tous les pays, hein. Je suis assez d'accord pour dire qu'effectivement, selon qu'on soit coté en bourse, mutualiste, il existe peu de sociétés privées aujourd'hui, mais éventuellement, on a éventuellement une attitude un peu différente, aussi selon la nationalité qu'on a, mais quelque part, on est sollicité de toutes parts et on s'adapte aussi à la typologie de demande de toutes parts. La contribution à un fonds de solidarité, c'était une démarche qui a été assez unique en France et on s'est adapté à cette demande. Voilà. J'espère que mon intervention est entendue. Donc, ça, c'est important. Merci. Alors, cette année, c'est la pandémie, hein, on n'en est toujours pas sorti, malheureusement. L'an dernier, c'était les grèves, l'année précédente. Ensuite, il y a du terrorisme. On est à nouveau dans une période qui est assez sensible à cet égard. Et puis, bien sûr, les inondations, les sécheresses, les risques cyber, les crises économiques, les fonds structurés. Et la crue centenale, puisqu'on arrive à l'hiver et que c'est la saison pour ça. Donc, on l'attend toujours là aussi à Paris, sachant elle peut avoir des impacts assez catastrophiques. Donc, dès qu'un risque majeur se matérialise, le réflexe est double. Faire appel aux États, puisque ça dépasse la limite de ce que l'assurance privée peut couvrir, et puis chercher immédiatement après qui peut contribuer et comment. Alors, Jacques Maire, pourquoi est-ce que la puissance publique n'aborde pas les risques majeurs d'une façon plus globale, à partir de l'impact sur la continuité des activités économiques du pays? Pourquoi est-ce que c'est toujours petit bout par petit bout et a posteriori? Qui peut prévoir l'avenir, hein?
Ouais. C'est-à-dire que c'est facile probablement de se dire, ben, évidemment, quand on voit la multiplication des virus et de la proximité entre l'homme et les espèces sauvages, et qu'il y a à peu près quelques centaines de milliers de virus qui ne sont pas aujourd'hui identifiés du point de vue de leur dangerosité, ça va se passer. Voilà. Moi, ce que je pense là aujourd'hui, enfin franchement, on est entre nous, c'est que la puissance publique, elle a une faible capacité d'anticipation quand il s'agit de mettre beaucoup d'argent pour prévenir des risques qui ne se sont pas encore matérialisés. On a quand même beaucoup de priorités à financer, y compris des priorités difficiles mais sûres comme les politiques de réparation ou d'accompagnement ou de prévention sur le risque climatique, sur le vieillissement, etc. Donc, qui sont des défis pour les assureurs. Donc, je ne sens pas bien aujourd'hui le fait de se dire faisons un super mapping de l'ensemble des risques potentiels et créons des poches de financement pour tout ce qui pourrait arriver. En revanche, tirons les conséquences de ce qui se passe en termes de sévérité, en termes de fréquence et de diversité. Et là, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, en fait, le fait générateur de ces difficultés, c'est la pandémie, mais l'action concrète qui a généré ces pertes d'exploitation, c'est une interdiction administrative en fait d'exercer. Et celle-ci, elle est effectivement de nature équivalente en termes d'actes administratifs, qu'elle soit liée à la pandémie ou bien à, je ne sais pas moi, par exemple, un risque terroriste extrême ou les gilets jaunes dans toutes les sous-préfectures. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a cette situation dans laquelle on se dit les pouvoirs publics prennent une mesure qui est une mesure d'intérêt général, qui ne sera évidemment pas considérée comme abusive et sanctionnée par les cours. Donc, elle s'impose aux acteurs et elle sera opposable. Et ben, dans ces cas-là, c'est un petit peu la démarche CATEX qui a été prise. Dans ces cas-là, effectivement, il faut avoir une mesure de nature générale multifactorielle, comme on dit. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais je le redis, je pense qu'on ne peut pas rêver en l'air. C'est-à-dire que si on fait des scénarios, je ne sais pas, moi, un risque encore plus important, par exemple, c'est l'impact de la comète. Voilà, il est réel, il est probablement calculable, il est mesurable. Est-ce qu'on doit le calculer? Est-ce qu'on doit le mettre dans nos chiffres? Je ne pense pas. Je pense que la tolérance pour les cotisations privées, pour les prélèvements publics, elle est quand même aujourd'hui assez limitée sur le marché. Donc, il faut quand même tirer le plus grand légitimité et le plus grand bénéfice collectif. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand Madame Roselyne Bachelot a surcommandé des vaccins. Voilà, il y a une tolérance zéro aujourd'hui pour l'excès de dépenses, même quand il est a posteriori totalement légitime. Ouais, et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'avec en face de cette tolérance zéro sur l'excès de dépenses, il y a une tolérance qui est de moins en moins importante vis-à-vis des politiques si jamais les bonnes mesures ne sont pas prises. Donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué, il faut naviguer entre les deux. Voilà. Khadija Sins, une solution, ça pourrait passer par la constitution de réserves, notamment par les entreprises, et l'utilisation de mécanismes captifs. Lorsqu'on parle de risques, malgré tout, qui arrivent que 2 ou 3 fois par siècle, ça suppose la capacité à immobiliser des fonds et puis à la discipline pour les conserver. Et puis aussi, du côté de l'État, une forte capacité à résister à la tentation d'aller piocher dans des réserves qui sont constituées et qui ne servent pas immédiatement. Est-ce que les entreprises ont changé un peu d'approche? Est-ce qu'il y a une volonté au niveau européen de relancer tout ce qui est système captif? Alors, la période n'est pas très bonne parce qu'il n'y a pas beaucoup le cash sert à autre chose. Mais est-ce qu'il y a déjà ces questions pour le futur? C'est moins une volonté de créer que les entreprises se créent des fonds, parce qu'en plus, ça serait des fonds pour des scénarios Black Swan qui seront, et pour des choses une provision par le biais de captives doit être modélisable. Par contre, ce à quoi on réfléchit, c'est des partenariats publics-privés
pour fabriquer, je dirais, des fonds globaux pour répondre à ce type de problème. Et que ça soit en Angleterre, aux États-Unis, en Europe, c'est cette démarche-là qui est en train de se nouer. Or, la question est toujours combien on sacrifie des potentiels profits d'aujourd'hui, et là je parle des entreprises, hein, parce que c'est elles, in fine, qui payent des primes, pour un risque qui est systémique, n'arrive pas toujours, mais qui a effectivement des risques, qui est un risque de type mortel pour les entreprises. Et là, pour boucler sur la remarque à propos de est-ce qu'on pardonne le fait d'avoir dépensé de l'argent pour les masques? Non. Est-ce qu'on pardonnerait aux entreprises aujourd'hui de provisionner massivement? Probablement pas, même si elles en avaient les moyens. Est-ce qu'il faut un risque partenariat public-privé sur les risques pandémiques? Oui. Comment on pourrait le faire? Parce que ce n'est pas un risque qu'on peut prendre uniquement et analyser uniquement au niveau d'un pays, puisqu'un des problèmes de la pandémie, c'est qu'elle est mondiale. Mais on a d'autres types de risques de type pandémie, de type systémique qui sont devant nous également. Donc, je pense que c'est plutôt par un travail et la création de fonds et avec des collatéraux financiers qu'on doit pouvoir travailler tous ensemble. Alors, justement, dans ce cadre, Grégory Combe, bon, les assureurs ont une technicité, hein. On a vu que pour l'État, c'était difficile de mettre de l'argent de côté et puis de prendre certaines dispositions lorsque les risques s'étaient pas encore matérialisés, pour les entreprises également. Mais les assureurs, avec leur technicité, peuvent agir à la fois comme partenaires des entreprises, agents de l'État, même si, in fine, ils ne supportent qu'une partie tolérable par leur bilan des sinistres qui peuvent survenir. Alors, les régimes CatNat et GAREAT ont illustré un mode de coopération entre la puissance publique, les entreprises, les assureurs. Comment est-ce que vous voyez leur intervention dans le futur régime CATEX? C'est effectivement la proposition qui a été faite par la FFA avant de présenter dans les grandes lignes, mais enfin, il y a déjà eu différentes communications sur le sujet. C'est vrai que la pandémie n'est pas assurable par les assureurs privés. Ce n'est pas un risque qui est supportable par les assureurs seuls. Et c'est pour ça que les assureurs ont dans un premier temps réagi comme ça, pas parce que dans les contrats c'était écrit que c'était exclu ou parce qu'ils n'avaient pas touché de cotisation par rapport à ça. C'est parce qu'effectivement, c'est un risque systémique qui n'avait pas vocation et n'est pas possible en fait, d'être assuré par la seule sphère privée. En revanche, et c'est la proposition qu'a faite la FFA sur demande aussi du gouvernement et des parlementaires, c'est de dire on peut imaginer un régime partenariat public-privé qui s'appellerait CATEX, qui s'inspire tel qu'il a été écrit plutôt du régime CatNat, hein, mais c'est-à-dire avec une cotisation qui dépendrait des différentes entreprises, parce que toutes ne sont pas exposées de la même manière. Hein. On le voit bien entre effectivement le BTP qui aujourd'hui continue et les restaurateurs qui aujourd'hui sont presque complètement fermés. Tout le monde n'est pas exposé de la même manière, et qui puisse correspondre à un partage de risques, qui puisse être géré par les assureurs, qui soit un partage de risques entre l'État et les assureurs, avec, c'est ça qui est principal, si jamais ça dépasse un trop gros montant, si jamais on est sur une pandémie trop forte, l'État qui puisse intervenir. Et le message qu'on souhaitait faire passer les assureurs, c'est que on est tout à fait disposé à réfléchir à ce régime, à essayer de le co-construire pour arriver à une solution qui puisse être la plus adaptée possible aux besoins des entreprises. Alors, j'allais dire, j'ai une question un peu personnelle. Là, c'est, enfin, pas personnelle vis-à-vis de vous, mais un peu plus dans l'intimité des assureurs. Les risques cyber, est-ce que ce sont des risques systémiques? Est-ce que ça devrait être mis dans un fonds CATEX, à votre avis, Grégory Combe et Khadija Sins? C'est une question complexe parce que le risque cyber, il est multiforme. Il est dommage direct, il est responsabilité, il est dans un certain nombre de cas systémique parce qu'il touche à soit tout un secteur, soit de nombreuses géographies, mais il n'est pas que ça. Donc probablement, mais je laisserai aussi Grégory Combe bien sûr donner sa vision, mais je crois qu'on ne peut pas catégoriser l'ensemble
ces risques cyber comme devant aller dans un fonds, à mon avis. Mais par contre, il y a des portions du risque cyber qui seraient intéressantes de travailler de cette façon-là, surtout qu'en plus, pour reboucler sur un des sujets sur lequel vous vouliez nous entendre, qui était sur la souveraineté, sur une certaine typologie de risque cyber, il y a un vrai enjeu de souveraineté. Sur la notion et des segments d'affaires où cette souveraineté est importante. Il y a d'autres, sur la pandémie, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut des fonds tellement énormes pour pouvoir s'y préparer que les petits États n'y arriveraient pas, les États émergents non plus, et les États, on voit bien l'ampleur des fonds qu'il faut pour ne serait-ce que travailler cette période-ci, hein, qu'aucun assureur au monde n'a et qu'aucune communauté d'assureurs au monde a. Donc, et en plus, il nous faut continuer de couvrir les autres risques. Par contre, je pense que sur le risque cyber, on doit pouvoir scinder, et il y a une partie qui est probablement à traiter sous ce type de partenariat. Grégory Cron, juste en 2 mots, votre avis sur les risques cyber? Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Khadija, hein, c'est qu'effectivement, l'assurance cyber, c'est quelque chose aujourd'hui qui existe, hein, qui se met en place, donc ça peut marcher. Et après, est-ce que ça a un côté systémique? Probablement, hein, probablement par certaines natures. Moins déjà parce que tout le monde n'est pas assuré. C'est-à-dire que la différence, c'est que toutes les entreprises ne sont pas forcément assurées en cyber, alors que presque toutes les entreprises sont assurées en dommages aux biens. Donc c'est ça qui change déjà un petit peu la nature. Si un jour tout le monde est assuré en cyber, effectivement, je ne sais pas si c'est possible, mais si jamais, comme l'a dit Khadija, un pays étranger déciderait de bloquer l'accès à Internet de toute la population française, de toutes les entreprises françaises, je ne sais pas si techniquement c'est faisable, probablement. Hein, et du coup, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, et quels seraient les impacts pour les différentes entreprises et qui pourrait intervenir? Donc les contrats cyber, aujourd'hui, ils ont peut-être vocation à jouer. Après, ça dépend de la qualification, mais ça fait partie des questions effectivement qu'il faut se poser sur le long terme. Alors Jacques Maire, cette approche qui est par risque individualisé, là on vient de toucher 2 aspects. Il y a un premier, c'est les risques qui aujourd'hui sont assurables et qui demain peuvent ne plus l'être parce qu'ils auront pris une amplitude qui est énorme, et d'autre part tout ce qui touche à la souveraineté. Alors, c'est d'autant plus sensible en ce moment qu'on est en phase terminale de Brexit, hein, après 4 ans et demi de négociations, que des assurances spécialisées sont basées à Londres. La manière de le couvrir, c'est à quel niveau? C'est au niveau national, au niveau de l'Union européenne, mais lorsqu'il y a un pays qui sort alors qu'il est critique, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, un petit élément sur la question de la souveraineté. Aujourd'hui, on est dans une phase de judiciarisation des relations internationales, des relations politiques, des relations diplomatiques, et qui peuvent impacter les entreprises de façon assez directe. Il y a des choses qui relèvent normalement de la protection donnée par l'État qui demain peuvent être mis en cause. Je prendrai un seul exemple, même s'il n'est pas forcément dans le quotidien de vos activités. Dans le domaine des industries d'armement, on exporte avec licence. Et il y a une espèce de croyance de la part des entreprises que quand on a la licence et qu'on exporte vers un pays qui peut être un pays dans lequel les conditions de respect du droit international ne sont pas respectées, à partir du moment où on a la licence, on est couvert par l'État. Et donc, on ne risque rien. L'expérience prouve que plus rien aujourd'hui ne résiste pendant des décennies face à la pénalisation, et donc la probabilité que demain, soit en France probablement plus tardivement, mais dans les filiales étrangères de groupes français, on puisse être engagé sur sa responsabilité pénale malgré le fait d'avoir une autorisation administrative et donc susceptible de contentieux. Voilà. Aujourd'hui, je ne pense pas que la responsabilité pénale des exportations d'armement, par exemple, fasse l'objet d'une garantie. Voilà. Et si on va au civil, c'est encore pire. Puisque si effectivement, vous savez que la conséquence d'un jugement au civil sur la nullité d'un contrat, c'est la remise en état précédent. Donc vous imaginez par exemple que nous sommes dans une situation dans laquelle un fournisseur a fourni des équipements qui ont permis un bombardement et qui ont mis à mal effectivement et des biens et des personnes, et qu'il doit refinancer l'État, la situation dans l'État antérieur, la banque saute. Donc ces questions, effectivement, c'est peut-être un sujet un petit peu différent de ce que vous évoquez, mais je pense que ces questions de savoir quelle est
le cadre en matière de souveraineté qui permet de protéger les entreprises et d'assumer quelque part une espèce de fonction non pas financière mais de bouclier juridique de la part de l'État est quelque chose qui aujourd'hui est fragilisé. Ensuite, bon, sur la question de niveau de réflexion approprié, bon, je pense que là-dessus, on est sur des... Il n'y a pas, à ma connaissance, de régime juridique international public de protection des assurés. Il y a des systèmes privés, on en a parlé avec la réassurance, notamment, qui fait l'objet d'harmonisation internationale du point de vue législatif. Donc, quelque part, la réassurance internationale classique est un secteur qui est quand même globalement assez régulé pour dire qu'il y a un cadre général de protection internationale. Mais bon, et les quelques exemples qu'on a vus dans les années passées concernant la fait, est-ce que oui ou non les États membres sont prêts à prendre des risques pour créer des systèmes de garantie internationale, en général, n'accouchent pas. Moi, je me rappelle d'efforts très importants sur la question des fonds de garantie, par exemple, en cas d'insolvabilité, entre mère et filiale, ou de mutualisation dans les différents marchés. Ce genre de sujet, il y a eu des rapports pendant des années et ils n'ont pas abouti parce qu'en fait, les intérêts sont très divergents entre acteurs économiques, entre marchés. Les effets d'aubaine, c'est-à-dire que je mutualise un marché faiblement capitalisé avec un marché de filiales par rapport à un marché de maison mère qui, lui, est très provisionné. Qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perd? Tout le monde se regarde en chien de faïence dans ces cas-là. Donc, je trouve que l'important, c'est probablement d'abord de faire en sorte d'avoir les bons arbitrages au niveau national. Ensuite, d'avoir des conditions de concurrence qui soient et un niveau je dirais, de surveillance prudentielle qui soit très homogène au niveau européen. Mais je pense qu'on n'en est pas encore à la capacité à monter sur des dispositifs de garantie publique internationaux. Alors, en fait, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est la capacité, enfin l'importance qu'il y a pour les États à protéger les assureurs. De même qu'il y a eu des cas avec les banques, hein, on l'a bien vu, où en fait le droit a été utilisé outre-Atlantique pour secouer des banques, et pas que des banques d'ailleurs, des entreprises, hein, en jouant sur le dollar. Bon, mais il y a aussi l'importance qu'il y a à avoir un secteur de l'assurance qui permette à l'État, sur lequel l'État puisse s'appuyer pour protéger les entreprises qui sont des entreprises clés chez elles. Alors déjà, on a vu qu'au niveau du marché européen, les leaders nationaux qui étaient pluriels, avant que le marché s'ouvre de plus en plus, devienne un ou deux par pays, je dirais, avec une capacité à l'international prononcée, se limite en fait par pays et se répartit sur l'ensemble de l'Union, d'où la difficulté quand il y a un pays qui quitte l'Union européenne, hein, aussi, je dirais, important dans le domaine de l'assurance que peut être le Royaume-Uni. Bon, ça pose quand même des questions. Et puis par ailleurs, vous avez évoqué le système du contrôle et de la solvabilité. Bon, Grégory Cron, on a vu enfin, je renverrai là à l'excellent séminaire des souscripteurs internationaux de Paris qui doit être disponible en ligne, qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours sur le sujet, mais il y a eu des défauts sur le contrôle européen, notamment en matière de décennale. Et comment est-ce que vous voyez justement l'exercice de cette souveraineté au niveau des assurances qui sont dédiées à des risques justement importants, systémiques ou critiques pour un pays? Grégory Cron. Ah pardon, je n'ai pas suivi. Alors oui, il y a un sujet effectivement sur... Il y a un sujet sur la liberté de prestation de services et donc la manière dont, déjà en Europe, des pays peuvent intervenir, enfin des assureurs peuvent intervenir d'un pays à l'autre. La libre prestation de services en tant que telle est plutôt quelque chose de bien et ne pose pas de problème fondamental. L'idée qui est de dire, au sein de l'Europe, une entreprise, en l'occurrence d'assurance, a des savoir-faire qu'elle a développés dans son pays et les voisins et
il y a un dispositif simplifié pour qu'elles puissent les exporter et puis travailler dans d'autres pays européens et que ça marche dans les deux sens, c'est quelque chose qui est tout à fait positif, je trouve, dans la construction européenne. En revanche, on a eu un détournement de cette règle-là. On a eu certains assureurs qui se sont basés dans un pays, au hasard à Malte, à Gibraltar, et en fait, au lieu de développer des compétences qu'ils ensuite exportent, cherchaient au contraire à détourner la réglementation. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune activité assurantielle dans le pays dans lequel ils étaient basés, et avaient une activité uniquement dans d'autres pays, plutôt sur des risques longs, c'est-à-dire avec un écart important entre le moment où on encaisse les cotisations et le moment où on paye les sinistres. Et puis, ce qu'on a vu arriver, sur lequel on avait alerté un certain nombre de parties prenantes, est arrivé, hein, c'est-à-dire que vous avez 7 assureurs construction qui ont fait faillite, et donc qui effectivement avaient encaissé plusieurs centaines de millions d'euros de cotisations sans avoir la capacité d'en faire profiter les différents bénéficiaires. Et donc ça va du particulier qui avait assuré un dommage ouvrage à sa maison jusqu'à des promoteurs de taille plus significative qui du coup se retrouvent sans assurance. Et ça, c'est effectivement un problème dans la construction, parce que vous avez ces entreprises qui ne jouent pas le jeu. Et pourquoi c'est un problème? Parce que, in fine, vous n'avez pas aujourd'hui le cadre pour pouvoir empêcher ça. Parce que donc, le principe de la libre prestation de service, ce qui est de dire, c'est l'autorité du pays d'origine qui est chargée de contrôler les acteurs de son pays. Donc, en l'occurrence, c'est l'autorité de contrôle de Gibraltar, enfin la FSA ou de Malte qui s'en charge. Elle n'a pas les compétences pour comprendre comment marche l'assurance construction en France, hein, parce que c'est effectivement, et puis moi je ne sais pas bien comment marche l'assurance caution au Danemark, hein, mais et effectivement ils n'ont pas cette compétence-là, et puis quelque part aussi, ça leur est égal. C'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas d'assuré dans leur pays, si la société d'assurance fait faillite, eh ben, il y a assez peu de conséquences locales, et donc ça a vraiment assez peu d'importance pour eux. Donc je pense que il y a réflexion à avoir autour de ça. Je pense qu'il faut uniformiser un petit peu les règles de provisionnement selon les pays. Par exemple, en France, les assureurs qui font l'assurance construction doivent doter la totalité des primes en provision en disant en attendant de voir si les sinistres se matérialisent ou pas, mais on n'a pas le droit de dépenser tout de suite l'argent que l'on a encaissé. Ça n'existe pas dans les autres pays. Je pense aussi qu'il faut donner la possibilité aux autorités de contrôle du pays local, en l'occurrence la CPR, si on parle de la France, de pouvoir intervenir s'il y a un problème. Il y a un sujet aussi qui n'est pas nouveau, hein, mais qui est sur le contrôle des pratiques commerciales, parce qu'il y a eu effectivement peut-être certains intermédiaires qui auraient pu attirer davantage l'attention de leurs clients sur le fait qu'ils se retrouvaient assurés au Danemark ou à Gibraltar. Et puis il y a le sujet aussi un peu des coursiers grossistes, hein, donc des gens qui interviennent comme mandataires d'assureurs, et donc qui quelque part sont aussi un peu dans des trous de réglementation, puisque ils sont pas vraiment courtiers, donc ils ne sont pas contrôlés au titre des pratiques commerciales, et puis ils ne sont pas vraiment assureurs non plus, donc ils ne sont pas contrôlés par les autorités de contrôle. Puis donc, voilà peut-être certaines pistes. Voilà, tant qu'on est à faire la liste, on pourrait mettre l'État aussi, puisque les règles des marchés publics, quelque part, poussaient les entreprises, enfin les acteurs publics à acheter là où c'était moins cher, et donc auprès de ces assureurs, et que donc le contribuable se trouve maintenant à renflouer ou à repayer une deuxième prime sur des assurances décennales qui ont disparu. C'est vrai qu'il y a eu un sujet sur le fonctionnement du marché public, effectivement, parce que vous aviez ces assureurs-là basés à Gibraltar qui disaient « je prends le cahier des charges tel quel, bon, je ne le lis même pas, hein, je suis d'accord », et puis qui proposaient une prime qui était la moitié des autres, puisqu'ils n'avaient pas forcément l'intention de payer des sinistres derrière. Et puis c'est vrai que le code des marchés publics les obligeait un petit peu les collectivités, hein. Parfois elles avaient connaissance, elles avaient compris ce qui se passait, et du coup elles se retrouvaient un petit peu bloquées, puisque vous aviez quelqu'un qui acceptait tout le cahier des charges sans réserve, qui avait un prix qui était le mieux disant, et donc elles étaient un petit peu bloquées, et c'est vrai que c'était un petit peu un des problèmes aussi. Alors, Khadija Sins, dans un environnement où le contrôle est aussi critique, avec le Brexit qui se profile et le IOPA qui a bien dit qu'il fallait que les activités puissent être contrôlées par le contrôleur où est installé le siège en Union européenne.
Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a la souscription des sinistres qui ont dû se relocaliser dans les pays où les contrôles vont s'exercer. Comment est-ce que ça a impacté un groupe comme le vôtre ou certains de vos confrères? Est-ce que l'idée que, par exemple, à Bruxelles, on pourrait avoir des stamping office, comme on dit en Grande-Bretagne, est quelque chose qui a toujours cours, ou est-ce qu'elle a tendance à passer avec les espoirs de Brexit en sortie par le haut par nos amis britanniques? En fait, il y a eu différents cas de figure. Nous, Liberty, on a décidé en 2017 de relocaliser l'ensemble de nos opérations d'assurance au Luxembourg. Donc, quelque part, nous, on est devenu une société européenne du Luxembourg et contrôlée par le commissariat des assurances pour l'ensemble de nos opérations, et on est en train de demander pour nos opérations entreprises anglaises d'être une third party country, mais en fait donc également de dépendre du régulateur luxembourgeois. Donc ça, c'était un des choix. Il y a quelques sociétés qui l'ont fait, mais pas forcément, sachant qu'on reste à Londres avec notre, je dirais, opération des Lloyds, dans laquelle on participe. Il y a d'autres qui avaient une autre cas de figure, puisqu'ils étaient éventuellement déjà en Irlande ou dans un autre pays européen, donc ils n'avaient pas le même enjeu, puisqu'ils étaient déjà européens et ils ne quittaient pas, il n'y avait pas de Brexit pour l'Irlande. Après, il y a ceux qui, effectivement, se sont trouvés avec des solutions de type stamping, mais qui, quelque part, assez vite s'avèrent, je dirais, poser un enjeu supplémentaire qui fait que ça ne peut pas être qu'un stamping et qu'il faut donc que la matérialité de la décision d'assurance soit prise sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, je crois que le pur stamping n'est pas une solution qui est restée. Donc, je pense que d'une certaine façon, ça a conduit certains à devenir, je dirais, plus européens au sens EU du terme que EEA. Et donc, ça, c'est important. Ceux qui étaient évidemment en Suisse n'ont rien eu à changer le système marche dans le cadre d'accords. Pour revenir à cette notion de souveraineté, il y a quand même quelques exemples qui marchent. Quand on voit la manière dont on couvre le risque nucléaire, c'est un pool international. Quand on voit l'assurance maritime avec son corpus de règles internationales, je crois quand même qu'il y a la réassurance, il y a des moyens de traiter ces sujets-là. Et je trouverais ça dommage qu'on jette un peu le bébé avec l'eau du bain, parce que effectivement des installations à Gibraltar ou ailleurs ont pu, je dirais, permettre à certains d'utiliser un trou dans la raquette. Or, je crois que c'est plutôt d'améliorer l'internationalisation et une souveraineté au niveau européen à ce niveau-là qui serait, je pense, une façon d'explorer la situation et donc de garder ça en tête pour les prochaines évolutions. Et effectivement, la question pour nous, quand on s'est intéressé à dire on devient une société pleinement européenne, il y avait une douzaine d'endroits qui étaient pour nous je dirais des centres possibles. Et le choix du Luxembourg a été aussi parce que le Luxembourg a une régulation d'assurance spécifique qui n'est pas combinée avec l'assurance, avec la supervision bancaire. C'est le cas d'autres pays, mais pas de tous. C'est un endroit où on parle français et anglais. Donc ça, c'est vrai que pour des sociétés internationales, c'est plus confortable. Et c'est aussi un endroit où la régulation et le groupement des régulateurs travaillent ensemble. Donc, je pense que beaucoup ont choisi aussi une délocalisation géographique parce que il y avait un savoir-faire du régulateur qui était là. Donc, je crois que c'est effectivement trouver des solutions aujourd'hui en essayant d'être léger, je dirais, et de choisir des solutions rapides n'est pas la bonne solution. Je pense que c'est une vraie réflexion sur qui on veut être, comment on veut travailler avec les marchés, qu'est-ce qu'attendent nos clients, qu'est-ce qu'on doit en termes de pratiques commerciales, de transparence, etc., de solidité financière également, qui doit guider nos choix.
Et en ce sens-là, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, qui étaient à l'origine pas de nationalité européenne ou qui l'étaient, mais par le biais de l'Angleterre, eh bien, le choix était plutôt d'aller de devenir plus européen. Voilà. Alors, corrigez-moi si j'ai tort, mais les capacités, la compréhension, la technicité, on l'a également en France. Est-ce que par rapport au Luxembourg, il n'y a pas eu, je dirais, un point d'interrogation sur la stabilité politique, en l'occurrence, des décisions? Parce que Luxembourg, je suppose que c'est assez fluide. Et pour revenir à ce qu'on disait précédemment, s'il y a des changements ou des interférences, entre guillemets, politiques dans la technicité du métier, ça peut aussi décourager un certain nombre d'acteurs. En dehors du fait que la compétition historique entre les places de Paris et de Londres a pu aussi nuire quelque part, je dirais, à l'installation de sociétés à Paris. Il y en a quelques-unes qui ont fait le choix de Paris. Je pense que pour nous, ça a été la question je dirais, du délai, beaucoup, parce qu'il a fallu, pour transporter des sociétés en Europe en 2 ans et demi à peu près, c'est quand même un peu complexe. Et puis, d'autre part, il y a une chose, c'est la capacité vraiment de travailler dans les 2 langues quand il faut aller vite. C'est un avantage à ne pas négliger quand même, du tout. Et puis ensuite, sur la place de Paris et sur les autres places allemandes, etc., il y a des professionnels formidables et très, très compétents. Donc, ce n'est pas là-dessus que c'est jouer la différence. C'est vraiment beaucoup la qualité de régulateur, mais qui pouvait être comparée à d'autres. Et puis, cette capacité de tenir un délai assez court dont on n'avait pas la garantie pratiquement dans aucun autre pays auquel on s'est intéressé, parce qu'on a vraiment fait des démarches pour choisir là où on pensait que c'était à la fois un bon emplacement par rapport à nos clients, par rapport à la stabilité de la régulation, par rapport à la respectabilité et par rapport à la longévité, mais aussi par rapport au délai. Donc, c'est une constellation de sujets. Voilà. Alors, le temps passe vite. Je vais passer la parole à Clotilde Zucchi pour avoir les questions de nos auditeurs. Pardon, là, j'ai désactivé le micro. Donc, Clotilde, quelles sont les questions que se posent nos auditeurs ce soir? Nos auditeurs sont assez calmes, je pense qu'ils ont été très attentifs. Pour le moment, on n'a pas très peu de questions et il y en a une qui nous rapporte au début de nos échanges sur la façon de gérer des pandémies et des crises majeures, en demandant en fait si on pouvait tirer parti de précédents et faut-il remonter à la grippe espagnole ou à celle de Hong Kong pour savoir comment gérer des crises massives. Il me semble qu'un des points de réponse, c'est peut-être qu'il y avait moins d'assurance et les attentes des assurés étaient peut-être moins grandes au moment de la grippe espagnole ou celle de Hong Kong. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos hôtes. Alors, qui souhaite répondre sur ce point? Khadija. Peut-être qu'il y a un élément, c'est qu'il faut savoir que la pandémie avait été étudiée, le risque pandémique avait été étudié par les réassureurs et aussi par le Forum de Davos. Il y avait eu quand même beaucoup de travaux qui ont été faits. Et on se rendait compte du risque massif que ça pouvait représenter et de l'ampleur de ce que collectivement le monde devait mettre de côté comme financement pour arriver à porter un risque tel quel, en tant qu'État, en tant que systèmes sociaux, en tant qu'assureur privé. Et c'est vrai que c'était difficile à ce moment-là de mettre des capitaux suffisamment importants sur ce point. Et d'autre part, c'est vrai aussi qu'il y a eu des situations où les primes aujourd'hui couvrent, je dirais, les risques habituels, mais elles couvraient la couverture de la volatilité et du risque systémique. Autant la volatilité par le biais de la réassurance et de la diffusion du risque, on arrive et par certains instruments financiers, on arrive bien quand même à résoudre pas mal des sujets.
On arrive aussi à être créatif. On couvre aujourd'hui par les structures paramétriques les risques agricoles. Donc, l'assurance est capable de créativité. Mais il y a quelques éléments qui font que c'est plus compliqué à cause de l'ampleur. Alors, pour répondre directement à la question, lors de la grippe espagnole, il est vrai que on sortait d'abord, ça a démarré pendant la Première Guerre mondiale et ça a duré encore un peu après, mais c'était dans un monde économiquement détruit par ailleurs, donc c'était plus complexe. Sur les sujets de grippe de Hong Kong, et quand on regarde, il y a eu en 1957 une pandémie, il y a eu une autre en 1968, les attentes sociétales étaient peut-être pas tout à fait les mêmes. On est émergé des 40 dernières années une société qui connaissait mieux le risque et qui a souhaité davantage s'en prémunir encore. Et effectivement, de ces périodes-là sont sorties, je dirais, une conscience et de l'ampleur et des outils actuariels, mais par contre, n'est pas sorti directement un produit d'assurance que, je dirais, chaque assuré à titre personnel, voire où chaque entreprise était prêt à couvrir. La réflexion s'est beaucoup plus portée sur des nouveaux risques émergents, comme les risques de réputation, les risques, pour revenir à la PE, ou des risques cyber. Elles se sont portées sur d'autres typologies de risques et pas forcément sur ces risques majeurs mondiaux. Alors, Grégory Cron, est-ce que le salut est dans les assurances paramétriques? Est-ce que le big data va être l'alpha et l'oméga de la couverture des grands risques? Ouais, c'est son transition. Donc, non, je pense que tout aujourd'hui dans l'assurance n'est pas automatique. Enfin, évidemment que la modélisation fait partie de l'assurance, que la mutualisation est la base de l'assurance, mais justement, tout ne fonctionne pas automatiquement. Enfin, moi, quand j'ai commencé dans l'assurance, on m'a dit, sur l'assurance auto, il va y avoir des nouveaux modèles qui vont se mettre en place, les gens vont utiliser 70 000 variables, et puis c'est celui qui va avoir le meilleur modèle de segmentation qui va remporter tout le marché. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est toujours pas comme ça que ça marche aujourd'hui, même si évidemment il y a eu différentes choses dans l'algorithmique. Ce qui compte, c'est évidemment la qualité de service, mais c'est aussi la confiance, c'est aussi la relation. Notre rôle en tant qu'assureur, c'est effectivement de couvrir des risques, de permettre aux gens aussi de prendre des risques, d'entreprendre. Et pour moi, le but, c'est de répondre présent le jour où le sinistre arrive. Et donc, c'est pas forcément l'algorithme ou les machines qui fait ça. Et d'ailleurs, même quand il y a un sinistre qui survient, enfin, le premier besoin d'accompagnement des assurés, il est d'abord émotionnel avant d'être financier. Quand il y a des gens qui ont vu leur maison se faire emporter par des inondations, ce qu'ils ont besoin, c'est effectivement, c'est d'abord qu'on les rassure. C'est pas tout de suite de demander où est le chèque pour pouvoir. Évidemment que ça fait partie de l'accompagnement, mais c'est pas l'essentiel. Et donc c'est pour ça que je pense que tout sera pas paramétrique et que aussi bien la proximité que l'humain continueront d'être présents dans l'assurance. Clotilde Jucchi, j'ai cru voir passer des questions sur le CATEX. Alors, sur le CATEX, mais avant, puisque vous continuez dans la veine de la discussion précédente, on parlait aussi de culture du risque, puisqu'en fait, on a une question qui porte en fait sur vous parlez en amont du rôle sociétal de l'assurance. Le gouvernement adopte une attitude de risque management, des politiques publiques à l'identification des risques, en passant par leur quantification. Et est-ce qu'on pourrait passer par une acculturation au risque? On va revenir sur certains propos de Jacques Maire. Je veux bien dire deux mots sur le sujet. Je reviendrai juste, excusez-moi, une seconde sur ce qui a été dit auparavant sur le paramétrique et sur le big data. Je pense que ce qu'a évoqué M. Cron est vraiment très important sur la légitimité de la fonction. Parce que c'est vrai que, près de tout, on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel point la science et la connaissance des comportements est quelque chose qui permet d'agir. Et donc là, vous savez très très bien que la France n'est pas le pays le moins régulé en la matière et que s'il y a une possibilité de faire plus d'argent par la segmentation, évidemment, l'industrie le fera.
Et c'est normal, elle est, pour une bonne part, mobilisée sur ce sujet-là, même s'il y a quelques entreprises à mission. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de prise en considération assez tôt par les pouvoirs publics de ce que sont ces risques liés à l'utilisation de la donnée, il y aura des phénomènes de démutualisation qui seront très importants. On voit aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, mais la possibilité d'entreprise d'assurance aux États-Unis, vous tarifez différemment parce qu'elle a vu que sur Facebook, vous teniez un cigare en main. Et donc, elle a utilisé vos photos sur Facebook pour segmenter un peu différemment votre profil par rapport à d'autres. Ce genre de choses, c'est effectivement c'est la négation du principe de mutualisation quelque part. Et la seule réponse, alors il peut y avoir une réponse de nature consciente ou morale de la part je sais pas moi, de quelqu'un qui dit moi je veux que mon entreprise se fixe des limites à cela, mais la seule vraie bonne réponse, c'est une réponse qui crée un level playing field. L'exemple par exemple des risques inassurables, l'exemple des personnes qui sont atteintes de maladies graves, pour l'assurance des risques aggravés, etc. Enfin, tout ça, on le connaît bien. Et, voilà. Et mon sentiment, c'est qu'on en est plutôt au début de l'histoire et que si l'histoire se continue et si l'histoire est orientée vers la data, ce ne seront pas les assureurs qui gagneront. Parce que les assureurs ne seront pas les premiers en data, ce ne sont pas ceux qui ont le plus accès à la data. Et le coût d'entrée, quand on voit les capitalisations de nos amis des GAFA, le coût d'entrée sur le marché de l'assurance qui était inaccessible pour d'autres acteurs, pour cela ne l'est pas du tout en fait. Et donc, moi je pense que les assureurs ont vraiment intérêt à avoir un secteur régulé dans lequel la donnée joue un rôle, mais la non-discrimination en joue un aussi important. C'est le débat entre la solidarité et la mutualisation, hein, toujours. Jusqu'où va l'une et où doit s'arrêter l'autre. Clotilde. Oui, on a effectivement une dernière question. Alors là aussi, c'est sans transition hein, d'un sujet à l'autre, si on pourrait en approfondir bien. C'est comment serait financé le CATEX? Un autre taux appliqué aux assurances de biens, sur tous les risques systémiques seraient couverts, donc avec de l'assurance en première ligne et des montages en excess, et en illimité en excess, point d'interrogation. Comment ça se présente? Grégory, tu es peut-être le plus à même à en parler, oui. Je sais pas. Dans la proposition de la FFA, ce qui avait été imaginé, c'était un pourcentage de la cotisation incendie. C'était de dire, le principe qui est de dire la perte d'exploitation est créée par la fermeture de locaux physiques, donc correspondant à un contrat d'assurance dommage aux biens, et comme on tarifie la perte d'exploitation en fonction de la marge brute, ce serait là de prendre en compte soit la cotisation perte d'exploitation, soit la cotisation incendie, avec un pourcentage qui dépendrait de l'activité, parce qu'encore une fois, tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière, tous les secteurs n'ont pas la même part de charge fixe pour pouvoir déterminer la cotisation. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui ressemble effectivement un petit peu, la proposition FFA, hein, c'était quelque chose qui ressemble un petit peu à la cotisation pour les catastrophes, naturelles. Après, ça ne permet pas de répondre à toutes les questions, hein. Il en reste encore, c'est de dire est-ce que c'était quelque chose d'obligatoire ou de facultatif, la piste était restée ouverte, et comment on fait pour les entreprises qui n'ont pas de locaux, comment on prend en compte les entreprises qui ont des locaux à peu près de la même taille mais des chiffres d'affaires différents. Et après, ce qui était proposé en termes de régime d'indemnisation, c'était plutôt d'avoir quelque chose de forfaitaire, c'est d'avoir une espèce de prime de résilience ou d'indemnité forfaitaire qui, pareil, hein, dépendrait aussi de la taille de l'entreprise et de son activité, mais ce qui était imaginé dans le cadre de la proposition FFA pour le régime CATEX, c'était plutôt ce type de fonctionnement. Donc, qui après… Jacques Maire, peut-être une réaction? Non, je pense que la contribution de la FFA va fortement influencer la proposition qui sortira. Moi, simplement, ce que je peux dire, c'est que la consultation a été plutôt de bon niveau. Les pouvoirs publics sont plutôt satisfaits du niveau de participation et de la qualité de participation. Qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des sujets de gros sous, sur la part de la réassurance publique, privée, le niveau de la prise en charge forfaitaire, le débat sur la participation des assureurs, la garantie publique, etc. Donc, je pense que voilà, on est à la fin des boulonnages un peu financiers
je pense que d'ici quelques semaines, mais très peu nombreuses, on aura quelque chose qui sortira et qui sera largement inspiré de ce qu'a été vos travaux, quoi. Ouais, Alors, surtout que pardon, Jean, je veux dire, le besoin d'agir assez vite va peut-être aussi être relancé par ce nouveau confinement. Et du coup, on a aussi une question sur ce nouveau confinement qui va générer des nouvelles pertes d'exploitation pour les mêmes entreprises. Donc, quelle attitude des pouvoirs publics attendent-elles des assureurs, des banques assureurs? Est-ce qu'on peut parler encore d'aléas? Alors là, le débat est réouvert pour 3 heures. Oui, j'aurais tendance à dire, Khadija, peut-être, est-ce que tout ce qui se passe en France est tellement spécifique que derrière, c'est quand même un frein quelque part au développement je dirais, du marché, de ce marché à l'international, ou est-ce que c'est quelque chose que les assureurs internationaux absorbent assez bien et les particularismes locaux, comme disent nos amis anglo-saxons, sont assez bien compris et ingérés? Je pense que quand on travaille dans un marché, on est partie prenante dans ce marché et on s'en désolidarise pas du tout. Au contraire, on travaille dans ce marché et on en tient compte. Je crois en plus que tous les pays se posent un peu la même question. Comment faire face financièrement à ces risques majeurs et systémiques pour ceux dont on parle à l'instant. Par contre, en fonction je dirais, du contrat social qui est passé, les solutions ne sont pas les mêmes. Ce type de solution serait relativement impossible dans certains pays, alors qu'il serait peut-être encore davantage poussé dans d'autres. Donc, le chemin est parfois pas toujours le même. Mais c'est vrai aussi qu'il faut une certaine sécurité juridique pour travailler parce qu'on s'inscrit dans le long terme. Pour revenir à la question du rôle sociétal des assureurs, moi je partage complètement le fait qu'on a une légitimité dans la promesse qu'on fait et dans l'accompagnement et dans notre connaissance. Je dirais l'actuariat et les data doivent nous aider à modéliser l'avenir aussi, mais ils ne doivent pas être, je dirais, un moyen de viser ou de détricoter quelque chose qui est la mutualisation, qui est notre outil de travail. Donc, on est dans plein de pays différents de vraiment s'adapter à tous les marchés locaux, mais c'est un de nos Je crois qu'il y a… On t'a perdu en partie, Khadija, c'est haché. Oui, il y a des difficultés de connexion. Ouais. Je crois qu'il y a encore un petit peu de… Avant le big data, il y a les big connexions. Voilà, il y a un petit peu de travail à faire au niveau de notre réseau pour qu'il tienne en période de confinement. Oui, mais du coup, c'est bien parce que ça rebouclait ce que disaient les propos de Khadija, rebouclait sur la dernière question qu'on avait à propos du CATEX en réponse à la pandémie, qui est une réponse franco-française, et en disant pourquoi ne pas envisager une réponse directement européenne et se heurtant à des oppositions entre tenants de solutions étatiques, de solutions privées, les différences de culture et les différentes voix qui ont été exprimées par Khadija expliquent un petit peu pourquoi on a du mal à aller vers une solution purement européenne. D'accord. Alors, la solution européenne, est-ce que c'est du court terme, du moyen terme, du long terme? Juste pour conclure, chacun de vous, on va peut-être commencer par Khadija Sins. Pour l'instant, ce n'est pas très stable ma connexion, mais je crois que ça va aller. D'abord, je suis reconnaissante à vous tous d'avoir organisé ce débat parce que je pense qu'il est important à ce stade-ci. Surtout parce qu'on s'intéresse aussi aux risques du futur, comment on va accompagner les risques liés au changement climatique, comment on va accompagner les risques justement de santé de l'avenir. Donc, c'est des sujets qui sont à la fois techniques, mais aussi T'as perdu. Oui, je pense qu'il y avait une notion sociétale derrière. C'est ce que j'allais dire, oui. Oui. Grégory Cron, peut-être sur la même thématique, les différences sociétales, est-ce que l'Europe de l'assurance, c'est pour bientôt? De façon légitime et utile à la société. Voilà. Grégory. Donc,
Non, mais effectivement, l'Europe de l'assurance, c'est pas pour tout de suite parce que je dirais ne serait-ce que le droit et l'assurance fonctionnent pas de la même manière dans les différents pays. À partir du moment où on a des codes civils qui sont déjà pas les mêmes et qui ont des fondamentaux qui parfois sont assez différents, c'est un peu compliqué d'imaginer un fonctionnement complètement homogène. Après, sur ce cas précis de l'assurance pandémie, enfin, pourquoi pas, hein, pourquoi pas imaginer un type de régime qui puisse fonctionner de la même manière dans les différents pays et qui permettent d'être homogènes au sein de l'Union européenne. Mais je pense qu'on n'échappera pas à avoir quelque chose de pays par pays. Et puis, bon, l'expérience montre quand même malgré tout que ce n'est pas toujours gagné dans ce type de situation et que sur des schémas assez simples comme le fonctionnement des fonds de garantie en cas de défaillance d'un assureur, on n'a pas réussi à organiser une vraie coopération européenne. Donc oui, enfin, disons que ce serait bien comme type de fonctionnement, mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à aboutir. Mais si on arrive déjà à faire quelque chose en France qui convienne à l'ensemble des acteurs économiques, ce sera déjà une belle réussite. Oui, puis apparemment, l'assurance arrive souvent après un certain nombre d'autres domaines économiques. On peut le regretter ou au contraire penser que c'est parce que ça va bien que derrière, ça passe en dernier. Mais c'est un petit peu dommage. Jacques Maire, votre conclusion peut-être suite à ces échanges? Oui, deux petits points. Je pense que sur l'aspect européen, il y a un problème d'agenda caché tel que perçu par les différents acteurs. Parce que intégration européenne, mutualisation européenne veut dire quand même pour une bonne part du marché, notamment au marché français, prime donnée aux grands acteurs diversifiés. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui est une vraie difficulté. Moi, à l'époque où j'étais très proche de ces sujets, je me battais pour le fait d'avoir une approche française inter-fédération et inter-mode d'organisation qui soit le plus représentatif possible de ce qu'étaient nos spécificités. Ce n'était pas facile. Et là, l'exemple, effectivement, raté à la fois des fonds de garantie, mais aussi des plans de pension pan-européens de leur régulation est quand même un bon exemple de ce qu'on a du mal à faire en France. Je pense que ce n'est pas trop tard, mais ça veut dire quand même que les professions ont une part de la réponse. Hein, parce que si elles n'arrivent pas à être organisées dans le message qu'elles veulent faire passer, c'est tellement complexe, il y a tellement peu de temps pour s'y consacrer de la part de politiques qui sont quand même loin de ces sujets, que le coût d'entrée, voilà, s'il n'y a pas d'accord, le coût d'entrée est trop important. Et vous avez déjà vu le temps qu'on a mis pour sortir Solvabilité 2 dans ces différentes versions, c'est une affaire d'une génération pratiquement. Deuxième point, je voudrais dire quand même un petit mot sur l'assurance crédit. Parce que vous en avez parlé, c'est peut-être le sujet qui nous fait le plus souci, en fait, l'assurance crédit dans le comportement de la crise. Parce que même si elles ont joué partiellement le rôle d'atténuateur, globalement, c'est quand même une activité qui est, premièrement, finalement, évidemment, très peu capitalisée par rapport au volume d'échanges et de crédits en cours, et finalement, au total, assez procyclique. Et que l'action des pouvoirs publics, elle a plutôt tendance à renforcer les défaillances de marché et les désymétries d'acteurs plutôt que de les rééquilibrer. Et donc, je pense qu'après CATEX, il est possible que le sujet assurance crédit soit sur la table, à la fois en termes de régulation et de régulation de marché. Dernier point, je vous remercie. Voilà, je ne suis pas celui qui est le plus impliqué sur le sujet d'assurance, puisque on a quand même deux collègues qui sont très impliqués et qui suivent ça de très très près, et notamment Valéria Formosian, mais pas que elle. La commission des finances aussi est pas mal. Mais je pense que la profession à la fois a besoin de se rapprocher du politique, notamment pendant les crises, parce que le fait d'être perçu comme étant un sujet de spécialiste peut lui coûter cher. Et donc, de ce point de vue, évidemment, nous sommes disponibles pour aider un peu dans ce sens-là. Voilà, merci. En tout cas, merci à tous pour aller juste dans votre sens. C'est vrai qu'il va y avoir un gros sujet au niveau du soutien du secteur touristique et de l'organisation des voyages en assurance crédit, mais ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. Merci à nos intervenants, donc Khadija Sins, Jacques Maire, Grégory Cron pour leurs commentaires et leurs opinions. Je vous rappelle que la conférence sera disponible prochainement puisqu'elle a été enregistrée
sur la chaîne YouTube des groupes professionnels. Je pense que les souscripteurs internationaux de Paris diffuseront l'information dès que la vidéo sera mise en ligne. Merci encore à tous pour votre participation. Très bonne soirée. Et puis surtout, portez-vous bien, soyez prudents en cette période de pandémie. Au revoir. Merci, au revoir. Vous avez plein de merci des auditeurs qui vous ont trouvé très, très intéressant. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne soirée.